Escadrille française du Tsar. Sur la base des albums photos du lieutenant Léon Boittiot, qui nous ont été confiés par son petit-fils M. Patrick Charrier, et de divers documents qui nous ont été remis, nous pouvons évoquer des épisodes peu connus de l'escadrille française qui servit le tsar et de la période de révolution qui s'ensuivit. Mais tout d'abord, qui est ce lieutenant Léon-Jules Boittiot? Il est né le 2 octobre 1890 à Roubaix. Engagé volontaire le 9 octobre 1907, il est affecté au 1er régiment d'infanterie jusqu'à son passage dans la réserve le 9 octobre 1911. Il devient alors sous-directeur de banque. Il est rappelé à l'activité par la mobilisation générale et est affecté le 3 août 1914 au 166e régiment d'infanterie. Il sera blessé 2 fois, d'abord par balle le 30 août 14, puis par éclat d'obus le 15 décembre de la même année à Beaumont. En 1915, il passe dans l'aéronautique militaire comme observateur, et c'est en tant qu'observateur de l'escadrille VB 108 du 13 janvier au 10 avril 1916 qu'il se trouve en instance de départ pour la Russie le 9 mars. Jusqu'en 18, il sera affecté à l'aviation russe. Il poursuivra sa carrière dans l'armée de l'air et deviendra officier de la Légion d'honneur en 1940. Il avait déjà été décoré chevalier en 1923. Grâce à de valeureux officiers, la France a donc aidé son allié la Russie en lui envoyant en 1916 des avions en pièces détachées et des pilotes expérimentés précurseurs de Normandie-Niemen. Au cours de la Première Guerre mondiale, 3 pays alliés d'Europe occidentale effectuèrent des missions militaires en Russie. La Belgique et la Grande-Bretagne lui fournirent chacune un corps d'automobiles blindés. L'engagement de la France comprit plus de 200 officiers, ainsi qu'un millier de sous-officiers et d'hommes de troupes relevant des différentes armes. En 1916, la Russie disposait d'une industrie aéronautique et d'une aviation militaire, mais celle-ci était faible par rapport aux forces en présence. L'année 1916 fut marquée par de pressantes demandes de matériel adressées par le gouvernement russe à ses alliés de l'Entente, et c'est pourquoi la France n'avait pas tardé à envoyer hommes et avions. Le 30 avril 1916, un contrat est signé à Paris par le général Roch, ministre de la guerre, et par le comte Ignatieff, attaché militaire russe. Le gouvernement français mettra à la disposition de son allié, qui les prendra à solde, 10 officiers pilotes et 10 officiers observateurs. Ils combattront en Russie sur des avions français et formeront des pilotes et des observateurs russes. Le détachement aviation de la mission française a pour chef le commandant Berger et il est basé à Kiev où il rencontre dès l'installation quelques soucis car entre le printemps et l'automne, 5 de ses aviateurs sont tués soit au combat soit accidentellement. Un certain nombre de pilotes russes qui servent dans le détachement pour y acquérir une formation supplémentaire, les pilotes Fedorov, Kerelov, Timachev, Vavrishvili, s'y sont parfaitement intégrés. L'un d'eux, dans les colonnes d'un grand journal, a fait l'éloge de l'esprit qui y régnait. On n'aura pas manqué de noter par ailleurs qu'un simple sergent, le nommé Georges Sauce, s'est révélé très doué pour le pilotage. C'est à la suite de 80 reconnaissances opérées avec succès, d'efficaces repérages de tirs, de bombardements à l'arrière des lignes ennemies, de combats aériens menés dans des conditions difficiles, que fin 2016, il reçoit la Croix de Saint-Georges de Russie, ainsi que la médaille militaire, et qu'il est cité à l'ordre de l'armée.
La saison est à la Révolution. Février 1917, la Révolution éclate. Nicolas II abdique, la Russie devient une république, on se fait alors en France bien des illusions. Dans une presse qui veut se donner des raisons d'espérer, on assimile Nicolas II à Louis XVI et le gouvernement Kerensky à la Convention. Les soldats de l'an 2, les soldats russes, ne vont pas tarder à surgir, dit-on. Il suffira de les aider dans le domaine technique pour qu'ils apportent une décisive contribution à la victoire. Il se profile le sentiment d'un parallèle Révolution française et Révolution russe. Le général Nissel remplace le général Jeannin et le chef d'escadron Bordage succède au commandant Berger. Le détachement aviation accueille de nouveaux venus. Le lieutenant Lachmann, alsacien de 27 ans, spécialisé dans les attaques de saucisses. Le sous-lieutenant Coudouret, 22 ans, qui a bombardé Sarrebruck, Trèves et Pechelbronn et a abattu 2 avions ennemis. À Kiev, où ils arrivent en avril, la saison au cours de laquelle il est possible de voler, ils sont témoins d'imposantes manifestations de grévistes agitant des drapeaux rouges et ils entendent réclamer la paix à grands cris. Le détachement est alors réorganisé en 2 escadrilles, la 581, capitaine Balavoine, et la 582, lieutenant Lachmann. Toutes 2 composées de farman de reconnaissance et de spades de chasse. Il y a désormais un parc avec des ajusteurs, des chaudronniers, un magasin avec officiers payeurs, un dépôt à Moscou. Au total, 42 officiers, 25 sous-officiers, 200 hommes de troupe, parmi lesquels on relève toutes les spécialités de rampant, du garde-caisse à l'infirmier, du photographe au secrétaire. De Kiev, les aviateurs se rendent à Boutchach, en Galicie, non loin du front, et ils s'installent sur le même terrain qu'une escadrille russe. Ils y entretiennent des relations cordiales avec les meilleurs pilotes de l'armée impériale, les hommes du groupe Kazakov. Cet as russe, capitaine Kazakov, au palmarès comptant 15 victoires. Le capitaine Toumianov terminera la guerre avec 17 victoires, le lieutenant Smirnov, 9 victoires, le lieutenant Argev, 4 victoires. Tous volent sur des avions français, des Nieuport. Dans le secteur commandé par le général Kornilov figurent des blindés belges et britanniques, des avions français et aussi des légions polonaises, serbes et tchèques recrutées dans les camps de prisonniers. Du 19 au 21 juillet, Allemands et Austro-Hongrois lancent une violente attaque. Les armées russes, en proie à une grave crise morale, opèrent 4 replis successifs. Les avions français apportent alors leur aide aux Britanniques en opérant des reconnaissances, en dépit de l'arrivée d'avions allemands qui sont les meilleurs appareils de chasse alors disponibles, des Halberstadt et des Albatros. En septembre, 2e repli de 110 km sur Yarmolinsky. Lachmann abat une saucisse, mais entre dans un rideau de peupliers, perd ses ailes et tombe avec le moteur et le fuselage. Par chance, il n'est que blessé. Au début de l'automne, 3e repli, jusqu'à Kamenets-Podolski, non loin du front roumain. Lachmann abat encore 2 saucisses et 2 Halberstadt. Plusieurs batailles franco-allemandes se déroulent entre des groupes comportant chacun 4, 5 ou 6 appareils. Un sous-lieutenant français est tué, un autre doit être amputé d'une jambe. Un 4e repli suit de peu la révolution dite d'octobre. Elle conduit les aviateurs français jusqu'à Volochist, non loin de Tarnopol. Coudouret abat un avion allemand, sauve ses occupants d'un lynchage et les emmène déjeuner à la popote. Il abat encore un albatros la veille de l'armistice accordé par les puissances centrales du gouvernement bolchevique. Plus question ensuite de faire le moindre acte de guerre.
pleine guerre civile russe. Durant l'année 1918, la mission française demeure par radio en liaison quotidienne avec Paris. Sur ordre du général Nissel, une partie des aviateurs de l'escadrille 582 se replient à Simferopol en Crimée. Ceux de la 581 démontent leurs appareils et, par le chemin de fer, gagnent Loubny, à 200 km de Kiev, sur un affluent du Dniepr, la Soula. En février, les bolcheviks prennent Kharkov et Poltava et leurs trains blindés parviennent à Loubny. Lachmann et Koudouret négocient avec eux, les assurent de la neutralité des Français dans la guerre civile qui ravage la Russie. Mais la question financière devient chaque jour plus aiguë. Alors que les Ukrainiens n'acceptent plus les billets russes, les bolcheviks refusent les billets émis par les Ukrainiens. Koudouret et le lieutenant Murat réussissent à se rendre à Kiev, encore tenus par les Ukrainiens. Le lendemain de leur arrivée, les bolcheviks prennent la ville maison par maison et procèdent à des centaines d'exécutions sommaires. Koudouret et Murat ne sont épargnés que parce qu'ils portent des uniformes français. Chose étonnante, la trésorerie est toujours ouverte et les deux officiers, qui se sont munis des pièces nécessaires, réussissent à se faire remettre la solde de leur détachement en billets qui sont acceptés dans le territoire contrôlé par les bolcheviks. Le retour de Koudouret et de Murat, porteurs d'une grosse somme, et l'ordre reçu par radio de gagner Mourmansk par le train apportent à tous un réel soulagement. Après un voyage épique, le détachement aviation réussit à atteindre la mer Blanche et il peut être rapatrié. Lorsque la révolution d'octobre avait éclaté, le général Nissel, dans un ordre du jour, avait dit aux aviateurs « Le détachement en entier doit en toutes circonstances se considérer comme le porte-drapeau de l'aviation française et faire preuve, au milieu des pires difficultés, de sentiments intangibles de discipline, d'honneur et de sacrifice. » Ces précurseurs de Normandie-Niemen avaient parfaitement répondu à l'espérance formulée par leur général.